Mathilde, bonjour, merci d'être venue. Avec plaisir. Et je vais te poser d'abord une question très simple. C'est quoi travailler? C'est quoi le travail? C'est très simple, mais c'est pas très simple d'y répondre. Moi, j'ai donc un parcours un petit peu dans la philosophie et du coup, j'ai tendance à prendre ce pli philosophique d'analyser les concepts. Et le mot de travail, vous l'avez sans doute entendu, c'est un lieu commun. Il est associé à une étymologie qui n'est pas très positive. Le mot, il est associé au mot de tripalium. Ça vous parle un peu le mot tripalium, non? Ça remonte à peut-être un peu. Le tripalium, c'était un instrument à 3 pieux utilisé dans l'Antiquité romaine, c'est un mot latin en l'occurrence, pour torturer les esclaves. Donc, un truc vraiment sympa. Et on espère que vous ne savez pas trop justement ce que ça peut vouloir dire concrètement. Mais l'idée, ce n'était pas de les torturer pour les torturer. L'idée, c'était de les torturer pour les faire travailler, évidemment. C'est-à-dire pour qu'ils agissent. Parce qu'ils ne l'auraient pas fait de leur plein gré. Et du coup, cette étymologie, ce qu'elle montre, ce qu'elle manifeste, c'est que le travail, c'est quelque chose de pas chouette. C'est un euphémisme. Mais c'est quelque chose de pas agréable, en tout cas. Et qu'on nous force à faire ou qu'on fait sous la contrainte. Et les autres termes qui sont en général associés au mot de travail, par exemple le labeur, c'est un peu pareil, c'est le même type d'étymologie. Le labeur, ça vient de labor, qui veut dire le tourment. Super, on est vraiment dans quelque chose de positif, quoi. Voilà. C'est surtout que du coup, si on se dit donner du sens au travail, ça paraît compliqué vu d'ici. Parce que donner du sens à la torture, il faut vraiment en avoir envie, quoi. Il faut vraiment aller chercher loin. Sauf que cette étymologie-là, elle montre aussi quelque chose qu'on a un petit peu perdu de vue, en tout cas. C'est que le travail à l'époque des Grecs et des Romains, les seconds ont copié les premiers, c'était une activité parmi la liste des activités humaines dans le collectif. Et cette activité-là, elle était caractérisée par le fait d'être asservie à la nécessité, effectivement. C'est-à-dire que les esclaves, ils s'occupaient de répondre aux besoins du collectif, de faire ce qui est nécessaire pour les besoins du collectif. Et donc, ils étaient effectivement sous la contrainte, mais cette contrainte, elle était liée à la survie de l'ensemble. Donc, il y avait quand même du sens intrinsèque dans cette survie. Et à côté de ça, les personnes qui étaient de milieux plus aisés pouvaient s'adonner à d'autres activités qui, aujourd'hui, seraient de l'ordre du travail, typiquement la politique, qui était une activité beaucoup plus noble. La guerre, ce n'était pas du travail à l'époque, c'était aussi une activité qui était le signe d'une certaine noblesse. L'étude, apprendre, les sciences, tout ça, ce n'était pas du travail, c'était du loisir ou de l'élévation personnelle. Et donc, ce qu'on voit et ce qui est très important d'observer, c'est que le travail, c'est uniquement la partie contrainte liée à la survie. C'est qu'il y a vraiment ce lien direct entre je dois survivre et donc je bosse pour manger, dormir. Mais au-delà de ça, c'est plus du travail. Ce que je fais le reste du temps, c'est plus du travail. Une fois que j'ai mangé, dormi, je suis dans autre chose. Je suis dans le développement de moi, je suis dans le service à la collectivité et on ne parle plus du tout de travail. On va parler par exemple de loisirs ou même l'école, c'était considéré comme une forme de loisir, c'est-à-dire de temps libre chez les Romains et les Grecs. Aujourd'hui, c'est plus tellement perçu comme ça. Donc il y a vraiment une distinction à faire dans le travail sur le côté contraignant qui est nécessaire, c'est sûr, mais qui n'est peut-être pas la totalité de l'activité humaine, et aujourd'hui en tout cas qui s'est peut-être élargie au-delà de cette seule contrainte. Donc on est Alors j'imagine qu'effectivement il y a des évolutions dans la perception du travail, ça a quand même un petit peu évolué. Ah oui, clairement, on n'est plus du tout déjà dans de l'esclavage, en tout cas j'espère, voilà. Si c'est votre cas, ne le dites pas. Et surtout, le travail à l'époque était effectivement dédié à la culture des champs et aux soins du domicile. Aujourd'hui, on fait des activités beaucoup plus variées qu'on appelle aussi travail. Alors forcément, entre les deux, il y a eu une petite progression. Le travail tel qu'il est conçu par les Grecs et les Romains, il va être conservé relativement similaire au Moyen-Âge. Vous savez, le phénomène du servage. Le servage, c'est des paysans qui s'occupent des terres pour les seigneurs. Donc pareil, on est toujours dans cette idée d'être asservi à la nécessité. Et ça va évoluer beaucoup, notamment lors de la période des révolutions industrielles, lorsqu'on commence à introduire des machines dans le monde de la production. Parce que les machines, ça permet de produire en masse, de manière beaucoup plus importante, mais ça nécessite aussi de faire les choses ensemble beaucoup plus, parce qu'on ne peut pas avoir à la fois la compétence pour produire la machine, la réparer, l'utiliser, et puis l'énergie toute la journée pour ensuite mettre à profit cette machine-là pour en faire une réelle production. Donc ça veut dire qu'on se réunit dans des groupes beaucoup plus grands.
Et ça pose problème, parce que se réunir dans des groupes beaucoup plus grands, ça veut dire que mon action à moi, petit individu d'une chaîne énorme, eh ben, j'en vois pas forcément les résultats concrets. Mon action à moi, ça va peut-être être le boulon, ou visser la petite vis dans une pièce d'une machine beaucoup plus grosse. Et là-dessus, parfois, il y a un petit peu la perte de contact, une perte de contact entre ce que je fais, c'est la réalité de mon action, et puis le résultat final. Et le fait que je ne vois plus le résultat final fait que finalement, l'action se vide elle-même un petit peu de son sens, qu'on ne le voit plus. Et le fait de rajouter beaucoup d'intermédiaires, du coup, à cause du collectif, non, mais plutôt de la dimension que prennent les activités de production, eh ben, ça coupe l'investissement individuel de la réalité de ce qui est produit. Et c'est ce contre quoi va lutter quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Karl Marx. Voilà, un petit peu connu quand même en général en Europe. Le combat de Karl Marx, c'était pas d'abandonner le travail et c'était pas non plus le bien-être au travail. Ça l'aurait fait doucement rigoler. Lui, son idée ou son combat, c'était OK, la pénibilité, elle est intrinsèque au travail. C'est nécessaire que ce soit pénible parce qu'on doit faire des efforts pour survivre. Et c'est utopique que de penser qu'on peut survivre sans faire aucun effort. Voilà. On n'est plus à l'époque des Grecs et des Romains où 10% de la population vivait grâce à 90% d'esclaves et de métèques. Donc aujourd'hui, on est tous un tout petit peu plus contributeurs et forcément, on a tous un tout petit peu notre part de pénibilité. Par contre, il disait ce qui est nécessaire et qu'on a perdu de vue, c'est de redonner aux travailleurs la propriété des moyens de production. Alors ça fait un petit peu pompeux comme ça, mais ça veut dire qu'en gros, les types qui bossent, il faut qu'ils sachent pourquoi ils bossent et qu'ils aient un tout petit peu un pouvoir de décision dans la manière dont tout ça est organisé. Et le problème pour Marx, c'était qu'on avait perdu la connexion entre ceux qui bossent et puis la possibilité de décider comment on s'organise. Et ça, c'est très démotivant, effectivement, parce que quand je dois travailler pour une institution, pour une administration, que j'obéis à des procédures, que je ne sais même pas pourquoi ces procédures existent et qu'à la fin, je suis payé un SMIC, c'est difficile de me sentir utile, respectée, reconnue, et qu'en plus, je ne vois même pas le résultat de mon action individuelle parce qu'elle fait partie d'une mécanique bien trop grosse pour que je puisse l'embrasser en pensée tout entière. C'est difficile effectivement de se sentir mobilisé tous les jours. Donc, Karl Marx a redonné un peu cette idée qu'il fallait, entre le travailleur et son résultat, un lien un peu plus direct et en tout cas une forme de liberté pour que les décisions soient prises. Malheureusement, Karl Marx a été relativement peu écouté et en plus, il avait oublié un élément important, c'est que le travail, ce n'est pas le tout de la vie humaine. Le travail, à la base, c'est vraiment uniquement ce qui est lié à la survie. Et donc, l'évolution qu'il y a eu, que lui n'a pas aperçu, c'est que finalement, le travail a pris non seulement beaucoup plus d'importance dans nos sociétés, parce qu'à cause de la mécanisation, on est tous devenus contributeurs, effectivement, pour produire quelque chose de collectif, mais qu'on en a oublié qu'il y avait d'autres choses à côté à la base. Qu'à la base, le but, c'était pas de travailler, c'était de faire autre chose, justement. C'était d'avoir une vie et pas juste de la survie qu'on entretient au quotidien, le hamster dans la roue. Le travail, c'est à la base, juste je mange, je dors, mais une fois que j'ai mangé, dormi, j'ai de l'énergie pour faire autre chose en principe. Et c'est ça qu'on a un petit peu perdu de vue aujourd'hui. Le travail, donner du sens au reste de la vie, en gros. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi, donner du sens au travail ? Alors aujourd'hui, du coup, c'est effectivement une problématique qui est un petit peu complexe de donner du sens au travail. C'est pour ça que c'est un sujet qu'on ne pourra pas clôturer aujourd'hui, en tout cas, ou sur lequel chacun peut avoir sa part de compréhension. Il y a deux dimensions dans le travail aujourd'hui qui sont très importantes, qui existaient déjà avant, mais qu'il faut repositionner peut-être pour bien comprendre qu'est-ce qui fait quoi et quel est notre pouvoir d'action. Il y a une dimension collective et une dimension individuelle. La dimension collective, c'est que le travail, il est lié en général à un projet de société. Je dis en général, mais c'est en fait tout le temps. Il est lié à un projet de société. Chez les Grecs et chez les Romains, le but du travail, c'était de permettre à la société tout entière d'exister. Et qu'est-ce qu'elle faisait quand elle existait ? On faisait de la politique, on faisait la guerre aux Spartiates, en l'occurrence, la plupart du temps. On allait conquérir les terres tout autour et asseoir la domination athénienne, plus ou moins. Chez les Romains, c'est pareil. Le sens de la société, c'est la conquête. Aujourd'hui, c'est plus tellement la conquête. Et puis si on nous dit « Travaillez les gars, grâce à vous, la France va conquérir le monde », ça ne va pas nous motiver des masses. Ce n'est pas quelque chose qui nous parle. Donc la première question qui se pose dans le sens du travail, c'est quel est notre projet de société ? Quel est notre projet collectif ? Est-ce qu'il y a un projet collectif ou est-ce que le but de l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est uniquement de produire un quelque chose ? Et si c'est uniquement de produire un quelque chose, est-ce que c'est vraiment un quelque chose auquel je me sens
lié, connecté, auquel je sens une utilité ou en tout cas pour lequel je pourrais m'investir. Voilà. Et on voit aujourd'hui qu'effectivement, cette question-là se pose de plus en plus et qu'on demande de plus en plus aux entreprises d'avoir du sens, d'avoir une mission sociale et environnementale éventuellement. En tout cas, d'avoir quelque chose d'une utilité commune. Parce que le projet collectif tout entier ou le projet politique qui est simplement de produire une société d'abondance, ce n'est pas complètement satisfaisant. Donc ça, c'est pour la dimension collective du travail. Est-ce que le collectif va quelque part? Est-ce que le collectif lui-même, il a un sens pour moi? La deuxième dimension, c'est la dimension individuelle. Et dans la dimension individuelle, il faut bien voir les trois éléments, ou les plusieurs éléments, on va dire, du travail aujourd'hui. À l'époque des Grecs et des Romains, on avait le travail et ensuite on avait d'autres activités à côté qui étaient les activités qui donnaient du sens à la survie. Aujourd'hui, tout est dans le travail. Aujourd'hui, l'essentiel de notre énergie, notre activité est dans le travail. Parce que le travail, c'est le lieu où on est en société, parce que le travail, c'est ce à quoi on occupe ses journées en général. Or, le travail, la première dimension, encore aujourd'hui, il y a encore ce côté survie. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que notre travail, c'est un lieu où on va avoir les moyens de manger et de dormir à la base. Donc, il y a forcément une forme de pénibilité. Mais qu'il y a aussi d'autres dimensions qui sont essentielles à l'activité humaine et qui peuvent prendre d'autres formes. Là, c'est une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt qui en parle, enfin, qu'on a fait une analyse. Elle est relativement proche de nous, c'est 1958 en l'occurrence, la condition de l'homme moderne, donc c'est quelque chose qui peut nous parler encore. Et elle distingue trois types d'activités. Le travail, effectivement, je suis humain et malheureusement pas fait de matière, et donc je mange, je dors, ok, donc une part de pénibilité, c'est ok, c'est normal. Le deuxième, c'est l'œuvre. Et elle dit, l'œuvre est essentielle aussi à l'homme. L'œuvre, c'est quoi? C'est l'idée de laisser une trace avec une forme de signature. C'est quand je fais quelque chose et que dessus, je peux mettre mon nom. C'est pas, ça peut être un tableur Excel, hein, mais à condition que je puisse sentir que j'y ai laissé quelque chose de ma personnalité dedans. Et l'œuvre, aujourd'hui, on peut la trouver dans le travail, mais c'est à chacun de savoir un peu quel type d'œuvre ils se sont amenés à donner, et c'est en général en accord aussi avec les compétences, les savoir-faire, les lieux dans lesquels je me retrouve. C'était une des questions du sondage, hein, la dernière, là. Ce qui donne du sens à mon action aujourd'hui, ce qui me motive, c'est de mettre à profit mes compétences pour le collectif. Donc il y a vraiment cette idée de compétences personnelles, d'investir ses compétences personnelles. Et le troisième élément, c'est l'action. Et l'action, pour Arendt, alors la définition est un peu différente de ce dont on a l'habitude. L'action, pour elle, c'est en gros une forme de créativité. C'est le lieu dans lequel je m'engage en tant que personne, dans un quelque chose qui n'existait pas avant moi, dans un quelque chose d'inédit. Qu'est-ce qui fait que je suis moi et que, en tant que moi, j'apporte au collectif? Et qu'en tant que moi, je change le monde, à ma mesure évidemment, mais que j'apporte quelque chose de différent dans le monde. Et la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que comme tout ça doit être vécu au niveau du travail, c'est très difficile de se positionner dans un boulot. Parce qu'on arrive au boulot avec l'aspiration à laisser une trace personnelle, et on en oublie un petit peu que c'est pénible et c'est censé l'être. C'est pas censé être fun. Que le côté bien-être, oui, tant mieux si on peut le promouvoir, mais c'est pas le but du travail. Que le fait d'avoir un baby-foot ou une piscine, c'est pas l'essentiel. C'est éventuellement un des moyens pour que ce soit un petit peu moins pénible. Mais le vrai problème, c'était pas l'effort. Le vrai problème, c'était la connexion entre mon action et mon épanouissement personnel, entre mon action et le service à la société. Et donc, ça veut dire que c'est à chacun de trouver dans son travail, puisqu'aujourd'hui, il occupe une place très importante dans la vie, à chacun de trouver dans son travail la part de pénibilité qu'on accepte. Ok, elle est normale, c'est des efforts. Il y en a pour qui ça va être se lever à 7 h du matin, il y en a pour qui ça va être de faire des actions répétitives, il y en a pour qui ça va être d'obéir à des procédures. Il y a une part de pénibilité nécessaire, intrinsèque, et on ne pourra pas dépasser ça malheureusement parce que on est des êtres humains. La part d'œuvre, c'est-à-dire, est-ce que dans mon travail aujourd'hui, j'ai quelque chose sur lequel je peux laisser une espèce de signature qui me ressemble, dans laquelle j'ai une marge d'action suffisante pour que je puisse me sentir, moi, utile en tant que personne. Et la part de créativité, c'est-à-dire, est-ce que dans ce travail, finalement, je me réalise, moi? Est-ce que je grandis, moi? Est-ce que je change le monde? Est-ce que je peux avoir l'impression que je change le monde, même si c'est sur un élément tout petit? Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez.